Et bah, du coup, on va parler très fort. Donc, on espère que vous allez entendre. Vous nous faites signe si vous ne nous entendez pas. Et puis, on espère que ça va être très bien d'ici là. On voulait du coup, avec le docteur Maël Lebras, qui est du coup endocrino CHU Nantes, qui fait partie du groupe des calcium lovers du CHU Nantes, parler un peu des formes génétiques. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas forcément tous concernés dans la salle, mais je pense que ça peut quand même effectivement tous vous intéresser aussi, de savoir qu'il y a d'autres patients qui ont ce type de pathologie. Donc les hypoparas, on a dit que c'était 2 personnes sur 3 globalement des formes chirurgicales et il reste en gros 10 à 15% des patients souvent qui sont effectivement avec des formes génétiques. Donc sur des études, alors c'est toujours pareil, c'est toujours des petits chiffres, il y a sûrement des formes qui sont sous-diagnostiquées, enfin, donc les chiffres exacts ils sont quand même difficiles de préciser, mais en gros les formes du coup chirurgicales peuvent être de l'ordre même de 90% des cas dans certaines des études. Et en gros, les formes génétiques, ça va être entre 10%, 20%, ça dépend effectivement un petit peu des études et des patients, comment ils sont sélectionnés. Est-ce que ça vient des études de pédiatrie, chez l'adulte voilà. On a quand même assez peu de formes génétiques. Excusez-moi, le chiffre qui était à gauche, c'est le nombre de personnes. Là, c'est en fait 120 à personnes. À gauche, là, le 13 c'est oui, 11 13, c'est 13 personnes. 13 personnes, ce qui correspond en gros à 11%. D'accord. Voilà. Et donc, c'est sur 120 personnes, si vous prenez d'autres chiffres, des fois c'est 20%, des fois c'est 10%, ça dépend voilà, effectivement de quelles études, et on est quand même toujours sur des tout petits nombres. Donc effectivement, moi je m'appelle Maëlle Lebras, je suis médecin endocrinologue, je travaille à l'hôpital Nord, là, sur Saint-Herblain-la-Hennec. Je ne suis pas spécialisée dans les hypoparathyroïdies génétiques. Ah, ça y est. Merci, donc il va le reste. Merci à vous. Excusez-moi. Je ne suis pas spécialisée dans les hypoparathyroïdies génétiques, mais je suis spécialisée dans les maladies endocriniennes génétiques. Et donc, je suis régulièrement amenée à voir les familles pour organiser des dépistages génétiques. Et je travaille avec l'équipe de génétique clinique du CHU Nantes. Donc, quand Lucille m'a demandé de faire avec elle la présentation sur les hypoparagénétiques en fin de journée, je me suis dit que c'était un gros challenge. Je veux bien que ça vienne sur la slide d'avant, s'il te plaît. Parce que si on vous décrit toutes les variants génétiques qui donnent des hypoparathyroïdies, et ben vous voyez qu'on a rapidement passé dans le catalogue. Donc cette diapo n'est pas lisible et c'est fait tout à fait pour. On ne va pas voir chaque étiologie une par une pour vous expliquer les différences entre les uns et les unes parce que ça n'est pas possible et je n'ai pas ces compétences-là. Simplement pour dire qu'il peut y avoir des troubles dans la formation des glandes parathyroïdiennes, il peut y avoir des défauts de fabrication de la parathormone, il peut y avoir des destructions auto-immunes également des glandes parathyroïdes. Donc ça, c'est les maladies auto-immunes, ce sont des maladies où le corps se trompe. Au lieu de fabriquer des anticorps contre des agents extérieurs qui l'agressent, ils vont aller développer des anticorps contre son propre corps. C'est par exemple les délais de type 1, c'est par exemple les dysthyroïdies, le basdo, le Hashimoto, mais vous avez aussi des hypoparathyroïdies auto-immunes. Et puis sur ce tableau qui paraît assez complet, eh bien vous n'avez pas les pseudo-hypoparas et les pseudo-hypoparas qu'il faudrait rajouter en plus. Donc, le sujet est vaste. Alors mon objectif, c'est juste d'essayer de vous donner des notions de génétique facile, et donc on va essayer de donner quelques images pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un gène, ce que c'est que le génome, ce que c'est qu'un chromosome, pour essayer de s'y retrouver dans tout ce langage médical qui n'est pas forcément toujours accessible. Alors la génétique, c'est quoi? La génétique, c'est la science. Allô, Ah, ça va marcher bon. J'étais bien partie. Ouais, on va parler. Donc la génétique, c'est la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires d'un être humain, enfin d'un individu, d'un être vivant. Donc retour à l'école, ma fille elle est en 4e, elle fait ça cette année. Donc on retourne aux années collège, c'était pas forcément les meilleures années, mais on y va. Donc chaque être humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule possède un noyau, et le noyau c'est le cerveau de la cellule. C'est dans le noyau que vous allez avoir notre code barre génétique, toutes nos informations qui nous caractérisent. Dans chaque noyau, vous avez 23 paires de chromosomes, donc vous avez 46 chromosomes. Et chaque chromosome est une longue molécule d'ADN, d'acide désoxyribonucléique. Voilà, vous avez probablement déjà vu ces représentations en spirale, là.
pour essayer d'expliquer de façon simple ce que c'est que la génétique et comment ça fonctionne, je vous propose une image par rapport aux livres, aux lettres. Il faut comprendre que la génétique, c'est en fait un langage. Vous connaissez peut-être le langage binaire utilisé en informatique, le 0, le 1. Vous connaissez l'alphabet avec nos 26 lettres. Et bien la génétique, c'est un alphabet comme un autre, sauf qu'il y a 4 lettres, A, T, C, G, qui vont se répondre chacune. En fonction de la façon dont les lettres sont organisées, ça va réaliser des mots qu'on appelle des codons. Et en fonction de la succession de mots, on va obtenir des livres qu'on appellera un gène. Et donc un gène, un livre, va coder pour une protéine donnée, pour une fonction donnée au niveau de l'organisme. Ensuite, ces gènes, ils sont stockés au niveau de chromosomes. Un chromosome, c'est comme une bibliothèque, le meuble bibliothèque. Donc un chromosome, c'est un empilement de gènes. Ou, si vous regardez à la loupe, vous avez la double hélice avec les différentes lettres. Donc ça, c'est le génome. Vous avez peut-être déjà vu ces représentations là, avec les 23 paires de chromosomes. Le génome, ça ressemble à une méga bibliothèque, c'est-à-dire que c'est les 46 chromosomes, c'est une méga bibliothèque, ça c'est la bibliothèque de Stuttgart, c'est 25 000 gènes pour déterminer un être humain. Alors, je dis que la salle pouvait être silencieuse, mais si vous avez des questions, bien sûr, vous m'interrompez. Parce que je comprends tout à fait que ces notions de génétique peuvent être un petit peu obscures, abstraites. Donc, on est là pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent mieux à quoi ça correspond. 23 paires de chromosomes, on a 22 paires qui sont similaires chez l'homme et la femme. Et puis, il y a une paire qu'on appelle les chromosomes sexuels. Donc, les individus masculins sont porteurs du X et du Y. Les individus féminins sont porteurs du double X. Et ensuite, au moment de la reproduction, eh bien, les chromosomes vont en fait se séparer de leur père, père P-A-I-R-E, avec dans les ovules 23 chromosomes qui vont être donnés par la mère, dans les spermatozoïdes 23 chromosomes qui vont être donnés par le père, et quand les deux gamètes se rejoignent au moment de la reproduction, eh bien, ça donne une cellule avec 46 chromosomes qui seront donc définis 50% par la mère, 50% par le père. Et la mère, elle va forcément donner un chromosome X. Le père, s'il donne un X, eh bien, l'enfant à venir sera une fille. S'il donne un Y, l'enfant à venir sera un garçon. Là, je vous ai fait quelque chose de très genré. Vous m'excuserez, je ne suis pas dans l'air du temps, mais sur la génétique, c'est comme ça. Alors, un variant génétique, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand je dis variant, on peut dire mutation aussi. Personnellement, je préfère le terme de variant. Un variant, c'est une lettre qui a été remplacée par une autre dans un mot, d'un livre, d'une bibliothèque donnée. Attention, top animation. On peut la refaire pour ce contact. Le spectacle. Mais génétique, c'est cool quand même. Donc, et il faut vous imaginer que quand on décide de faire le génome d'une personne, on retourne à notre grande bibliothèque, on regarde là, et on regarde sur toute la bibliothèque s'il n'y a pas une lettre dans un livre qui a été remplacée par un autre. Donc, dans la plupart des cas, un variant, ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer votre cadre de lecture et votre livre, vous allez pouvoir le lire. Mais dans certains cas, une lettre, ça change tout. Et un lapin, c'est pas pareil qu'un sapin. Et est-ce que vous accrochez des boules dans le sapin ? Moi, j'accroche des boules. Donc, une lettre est susceptible de tout changer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on passe dans des choses un petit peu plus scolaires, parce que je vais vous parler des modes de transmission héréditaire. Et globalement, il y a deux grands types de transmission. Il y a les variants génétiques à transmission dominante et les récessifs. Donc là, c'est l'exemple d'une famille avec une mutation dominante. Donc le parent est atteint. Un variant dominant, ça veut dire qu'il suffit d'avoir en une seule copie pour que la maladie s'exprime.
Donc là, le variant défectueux est en rouge. Il y a une chance sur 2 pour que la mère transmette la copie saine, auquel cas l'enfant ne sera pas atteint. Il y a un risque sur 2 pour que la mère transmette le variant défectueux, et donc il y a un risque sur 2 d'avoir un enfant porteur du variant, lui-même susceptible de développer la maladie. Et donc ce risque-là, à chaque grossesse, il recommence. C'est comme pile ou face, bah, c'est parce que vous avez fait pile que vous allez faire face la fois d'après. Donc à chaque nouvelle grossesse, c'est 55. Alors, je m'occupe de maladies endocriniennes où j'ai des familles qui sont atteintes d'une autre maladie dont je parlerai plus tard. Il y a des familles avec 4 enfants et les 4 sont non porteurs. Il y a des familles avec 4 enfants et les 4 sont porteurs. Malheureusement, c'est la faute à pas de chance, c'est la loi des probabilités. Et donc on revient à 0 à chaque fois. Excusez-moi, question. Qu'est-ce que c'est une délation du gène? La mutation, comment ça arrivé? Moi, justement, je suis porteur du syndrome HDR. C'est héréditaire, on s'est donné par mes parents, et puis peut-être plus tard, dans le passé. Mais comment ça a pu être muté? Est-ce que mes ancêtres avaient les gènes normaux? Est-ce qu'il y a eu une mutation? Comment ça marche? Comment c'est arrivé en fait? Ça, j'ai du mal à comprendre dans les gènes, parce que moi, c'est le gène GATA3. Comment il a été muté, délation, je sais pas, avec vos termes scientifiques, je suis un peu perdu. Alors, je pense que c'est le terme délétion auquel vous faites référence. En fait, délétion, c'est quand il y a une aide qui est remplacée par une autre. Et comment ça arrivé ça? Est-ce que c'est des facteurs physiques, l'environnement? Alors, ça peut être une transmission qui a été présente dans les générations précédentes et qui se sont transmises de génération en génération. Mais ensuite, il y a forcément eu un individu donné où la mutation s'est créée, et donc c'est probablement in utero au moment de la formation de l'enfant. Donc ça n'a rien à voir parce que dans les anciens, bah voilà, ils sont nés, les parents ils donnaient dans leur biberon, ils mettaient de l'alcool, etc. Beaucoup ont mis cette faute, bah oui, parce qu'on mettait de l'alcool dans le biberon, de l'agnole. En fait, les mutations, soit c'est transmis. Bah je sais pas, mais moi. Soit les mutations c'est transmis, soit en fait au moment de la fécondation, ce qu'on a vu tout à l'heure, où les chromosomes se séparent et se remettent ensemble, c'est là qu'il peut y avoir des mutations, on appelle ça de novo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mutation chez les parents et pouf, ça apparaît effectivement au moment de la fécondation. Et donc ça c'est de novo, et ça on le sait en faisant la génétique des parents et en voyant s'ils sont atteints ou pas, mais donc ça c'est très 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 fréquent dans la génétique aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un individu de la famille, pouf, il va y avoir un problème de mutation. Et globalement, au moment de cette fécondation, on a tous des mutations qui apparaissent, on est tous porteurs de tonnes de mutations, de tonnes d'anomalies du code, parce que c'est un code immense, mais il y en a qui sont parlantes et d'autres qui ne sont pas parlantes. Et heureusement, on en a quand même beaucoup qui ne sont pas parlantes et qui ne donneront pas de maladie, mais il y en a qui vont donner une maladie. Et donc, soit c'est transmis par les parents, soit c'est de nouveau, c'est-à-dire qu'au moment de la fécondation, paf, il y a un problème de code, et ce problème de code, il va donner une aux parents. Parce qu'en fait, là, on a vraiment simplifié, mais vous avez le même code génétique dans toutes vos cellules. Et quand les cellules se reproduisent, il y a une espèce de danse des chromosomes où ils vont être appareillés entre eux. Certains peuvent se mélanger aussi, se fusionner. C'est les termes de mitose ou méiose que vous avez peut-être un jour appris. Et donc, à ce moment-là, il y a toujours des risques pour qu'il y ait des erreurs quand les gènes sont recopiés, en fait, quand ils sont dupliqués. Il y a des erreurs qui font qu'il y a une fausse couche, parce que justement, c'est des erreurs tellement importantes que le fœtus meurt, et il y en a des maladies plus ou moins sévères, et donc et il y en a qui ne sont pas parlants, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies, mais ça ne donne rien. Bon, ça ne répond pas à ma question. Ça ne répond pas à votre question. Bah non, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a plus dans la naissance? Dans la naissance, en fait, j'ai du mal à comprendre la mutation, en fait. C'est pas arrivé comme ça, par magie. Est-ce que si on prend l'image du livre, vous prenez un livre, un gros dictionnaire, et vous le donnez à recopier à une dactylo-sténo, dont c'est le métier. Est-ce qu'à la fin, la copie qu'elle va vous donner va être strictement identique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle fasse une erreur en recopiant l'ensemble du dictionnaire? Oui. Une faute de frappe. C'est juste une faute de frappe en plus. C'est juste une faute de frappe. Non, je cherche à savoir s'il y avait des facteurs. Par rapport à votre question de après, la génétique c'est vraiment au moment de la fécondation, mais après en fait il n'y a pas de facteurs qui vont donner des atteintes d'hypopara, tout ça, c'est pas parce que vous avez été nourri de telle façon ou. Ouais, donc ça vient des ancêtres en fait. Ça, il n'y a pas. Après, on sait qu'il y a des choses qui peuvent faire des mutations, par exemple des irradiations, on va dire Tchernobyl, que tout le monde connaît, qui peut dans certaines cellules donner des risques de cancer, parce que ça va modifier un peu l'ADN, mais c'est sur
des choses données, les cancers ou des choses comme ça, mais en fait sinon non, il faut que ça parte de la cellule principale qui vous définit, qui fait que toutes vos cellules vont avoir la mutation. Donc il n'y a pas de culpabilité par là, c'est comme ça. Je vais faire juste une toute petite aparté, je vois qu'il y a des gens qui parlent de temps en temps. N'oubliez pas de scanner le QR code qui est à l'arrière de vos programmes à un moment dans la soirée pour nous donner nos retours. Donc on a vu les variants dominants, ok, et ensuite c'est les variants récessifs, où là la maladie ne s'exprime que si la personne est porteuse d'une double copie atteinte. C'est-à-dire que dans le cas des maladies récessives, si vous avez une copie défectueuse, vous n'aurez pas la maladie, mais vous pourrez la transmettre. C'est ce qu'on appelle les personnes porteuses. Et donc dans le cas d'une maladie récessive, eh bien, on est susceptible d'avoir un enfant atteint qui a donc une double copie défectueuse. Le risque est de 25%. Il y a 25% de chance d'avoir un enfant non porteur et non atteint. Donc ça, c'est le cas de figure où les deux parents donnent la copie dite saine. Et puis, il y a 50% de chance d'avoir un enfant qui sera porteur, mais pas atteint, puisque il a une seule copie mutée, donc il se retrouve dans le même cas de figure que ses parents. Merci. Ça marche. C'est ta partie. Comment diagnostiquer une forme génétique? Donc déjà, forcément, il y a le contexte. Donc effectivement, si dans la famille, de génération en génération, il y a une hypoparathyroïdie, effectivement, on va cibler dans la forme génétique. Et puis effectivement, le fait qu'il n'y ait pas eu d'opération, cause post-chirurgicale qui nous oriente vers les formes génétiques. Et comme a dit Maëlle, les autres causes, ça va être des maladies auto-immunes, donc des problèmes d'anticorps, et parfois aussi d'autres maladies plus rares, dites de surcharge, mais une infiltration de la parathyroïde, mais aussi des infiltrations d'autres organes, donc généralement, on a aussi un contexte. Je ne suis pas sûre que ça concerne des gens ici, mais ça va être l'amylose, l'hémochromatose, enfin d'autres choses, mais les autres organes sont atteints aussi. Donc comment on fait un diagnostic d'une forme génétique? Alors il suffit juste de 2 tubes de sang, certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est 2 tubes de sang violets, c'est assez standardisé, c'est comme ça effectivement qu'on fait. Et donc, comment on fait le diagnostic? Et bien, en fait, on a plusieurs techniques, et ces techniques évoluent, donc ce qu'on vous dit maintenant, finalement, c'est en train aussi de changer. Et donc, moi j'ai pris l'image un peu plus champêtre que la bibliothèque, mais en gros, pour faire la génétique, on a en gros ce qu'on appelle les panels, où on va regarder en gros les gènes de l'hypoparathyroïdie. Même avant ça, on avait juste le petit grain de blé, mais maintenant qu'on en connaît, vous avez vu le tableau qu'a montré Mel, on en connaît 30. Donc il y a ce panel. On a ce qui s'appelle l'exome, où on va regarder plein de gènes connus. Et puis on va voir le génome, où là on regarde toute la bibliothèque. Donc vous avez vu la tête de la bibliothèque, toutes les lettres de toute la bibliothèque. Et donc on va voir ces 3 stratégies. Là c'est tout nouveau, c'est même pas encore publié, mais ce sera dans le PNDS. La stratégie pour l'hypopara, ça va être de ne plus passer par ça ce qu'on fait en ce moment, de ne pas passer par ça ce qu'on fait en ce moment, mais directement de passer par cette énorme bloc de foin, parce que malheureusement dans l'hypopara, il y a des formes génétiques simples, on va dire, parce qu'on a d'autres atteintes, type dans la NEM, on va en parler, ou dans le syndrome HDR, où il y a d'autres atteintes hors de l'hypopara qui nous disent, clairement, ça ressemble à ça. Mais il y a aussi plein d'autres causes génétiques où on ne sait pas du tout vers quoi s'orienter. Et donc, comment on fait pour interpréter cette botte de foin? Pour l'instant, c'est des logiciels qui aident à faire ça, mais comme on a tous des variants, 500 000 variants chacun, on est obligé d'aller trier avec les variants de la famille, pour en gros se dire, si on prélève par exemple cet enfant qui a une hypopara et qu'on veut savoir un peu quelle est l'anomalie, et on va aller voir chez les parents, notamment on aime bien faire les parents pour les un peu plus vieux effectivement que l'enfant. Et en gros, si les parents n'ont pas l'hypopara mais qu'ils ont du coup des variations, on sait que c'est pas les variations de l'hypopara et on sait hop ça on peut trier, c'est pas des problèmes, c'est pas des problèmes de code. Et donc ça permet effectivement de trier et de faire l'enquête avec ça. Ça reste du plus compliqué parce qu'effectivement, vous tout seul, si on veut faire ce génome, il y a trop d'infos pour interpréter et donc il faut avoir 2 parents. Donc on appelle ça le trio en fait en génétique pour aller interpréter. Et des fois, on n'a pas les parents en vivant, donc on essaie d'aller voir chez les enfants ou on essaie d'aller voir chez les oncles, tantes, frères, sœurs, essayer de trier comme ça, mais donc c'est pas forcément facile. Et au niveau logistique, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas forcément évident aussi parce qu'il faut arriver à prélever tout le monde dans un centre qui fait de la génétique et comme c'est pas remboursé partout, il faudrait un centre qui connaît et puis un centre qui du coup va accepter du coup cette génétique et après on cherche et souvent c'est négatif quand même, donc on n'a pas forcément d'infos mais ça permet aussi de découvrir des nouveaux gènes et on en découvre chaque année et donc il y a des moments où on va aussi faire plus de diagnostics génétiques.
La bonne nouvelle sur la génétique, c'est que ça se conserve très bien. C'est à partir du moment où vous avez une analyse génétique une fois dans votre vie, même il y a 15 ans, 20 ans, ça se garde très bien. C'est que l'ADN, vous pouvez le laisser traîner sur une paillasse pendant 30 ans. Vous savez qu'on peut le récupérer chez les momies. Donc en gros, ça se garde tellement bien qu'il n'y a pas besoin de faire ce prélèvement tout le temps et qu'on pourra juste refaire des analyses pour essayer de trouver des gens qui n'auraient pas été diagnostiqués avant. Alors, certes, 2 tubes de sang pour faire une analyse génétique, ça se fait quand même pas n'importe où, dans n'importe quelle condition, c'est très encadré par la loi, et donc vous ne pouvez pas aller avec une ordonnance dans votre laboratoire de ville pour dire il faut faire la recherche génétique de ci, de ça. Ça n'est pas possible. Il faut faire tout un parcours. Le premier, c'est qu'il y a un entretien d'information, soit avec un médecin généticien, soit avec un médecin qui est spécialisé dans la maladie qui est recherchée. Ensuite, vous devez avoir un temps de réflexion pour savoir si vous acceptez ou non la recherche génétique, parce que cette recherche génétique, elle est susceptible d'impliquer des changements de prise en charge, des recherches de maladies autres chez vous, et également dans votre entourage. Donc ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère quand on décide de faire une analyse génétique. Ensuite, on revoit l'équipe médicale qui nous prend en charge en ayant eu toutes les informations suffisantes pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et il faut signer un consentement. C'est très encadré. Et vous devez repartir avec votre consentement signé. C'est la loi. Ensuite, prélèvement de l'échantillon qui là, effectivement, ressemble pour vous à une simple prise de sang. Ensuite, c'est envoyé au laboratoire. Donc, dans le cadre des Ipopara, c'est avec Caen qu'on travaille. Et la recherche prend un petit peu de temps. Vous avez vu la botte de foin. Donc, on reçoit le test quelques semaines, souvent quelques mois plus tard. Et le médecin vous revoit en consultation pour vous donner les résultats. Il ne peut pas vous donner les résultats par courrier, ni par coup de téléphone. Voilà, on doit se voir pour discuter des résultats ensemble, quels qu'ils soient, négatifs ou positifs. À l'inverse, quand c'est déjà connu dans la famille, là, cette étape-là, alors bien sûr, tout reste pareil, mais l'analyse en laboratoire, on va directement leur dire c'est ça le variant familial, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on cherche juste à confirmer. Alors ensuite, dans le cahier des charges, il fallait que je vous parle des spécificités des atteintes génétiques et ce que ça changeait. Et là, je demandais que des trucs impossibles. J'ai dit à Lucille que j'étais très embêtée parce que pour moi, c'est rendez-vous en terre inconnue. J'ai essayé de faire la littérature avec les moteurs de recherche que tu nous as montrés ce matin, PubMed, UpToDate, et j'ai absolument rien trouvé. C'est-à-dire que des études qui nous disent les patients hypoparathyroïdie et génétique et hypopara post-op, les différences c'est ça, j'ai pas trouvé. Donc ce que je peux dire, c'est forcément un rendu un peu subjectif, peut-être, probablement, plus de calcification cérébrale. Ensuite, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact sur l'état de forme de la personne. Peut-être plus de cataracte aussi. Il y a clairement des études à mener sur ces sujets-là. Est-ce que c'est en lien avec des niveaux de calcémie plus bas? Est-ce que c'est du fait de l'évolutivité de la maladie et que les patients sont porteurs de cette hypopara depuis plus longtemps que les post-op? Là, il y a plein d'hypothèses, mais je suis malheureusement pas du tout en capacité de vous en dire plus aujourd'hui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par calcification cérébrale? Qu'est-ce que ça implique comme symptôme? Eh bien, ça n'implique pas de symptômes précisément. C'est-à-dire que si on vous fait un scanner, on peut découvrir des calcifications cérébrales, mais qui n'auront aucun impact sur votre état de santé. L'arthrose, c'est bien des calcifications, parce que je les vois sur mes mains. Mais c'est pas la même chose que les calcifications. C'est du calcium. La rhumatologue, elle m'a dit, j'ai dit c'est du calcium. Là, on parle juste des calcifications cérébrales. Donc, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si le calcium, j'ai tapé mal aux mains, alors qu'est-ce que ça peut donner le calcium sur la calcification sur le cérébral? Ça doit donner forcément un mal de tête ou des mal à la nuque. Je sais pas, c'est un exemple, hein. Je sais pas, je connais ça. Justement, il n'y a pas forcément de corrélation avec quoi que ce soit. On sait qu'il y a des calcifications cérébrales dans l'hypopara. On sait que ça ne sert pas forcément à grand chose de les rechercher parce qu'effectivement, il n'y a pas de retentissement, on n'a pas de signaux non plus, que ça donnerait des démanges, des convulsions, tout ça. Il y a eu quelques cas décrits de convulsions chez des patients avec des calcifications, mais qui avaient des hypocalcémies tellement profondes qu'on a la même chose chez les gens qui n'ont pas de calcification. Et par contre, c'est important de comme donner à savoir, parce que si vous avez un scanner cérébral pour autre chose dans votre vie, si on trouve des calcifications, ça ne servira à rien d'aller chercher plus loin que l'hypopara.
Et ces calcifications, elles sont très spécifiques de l'hypopara, parce que les autres causes de calcification qui sont comme celle-là, c'est clairement d'autres maladies génétiques du phosphate, encore plus rares que l'hypopara génétique. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre chose. Mais on peut avoir, quand j'ai le syndrome HDR, est-ce qu'on peut avoir aussi d'autres maladies génétiques? Alors, tout le monde peut avoir plein d'autres maladies génétiques. On peut voilà, avoir mais c'est pas parce une qu'on a- maladie génétique comme pour en avoir trois. C'est pas parce qu'on a une maladie génétique qu'on a plus de risque d'en avoir une autre. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le recopiage du livre. C'est pas forcément en lien, surtout sur des maladies là où c'est juste un changement de lettre et c'est pas tout un chromosome qui part. Par exemple, tout un chromosome qui va être dupliqué. Alors je pense qu'il faut qu'on accélère un peu. Donc peut-être que les symptômes seraient moindres pour les patients avec des hypoparagénétiques. C'est dans ma patientèle, j'ai été amenée à prendre en charge des patients avec vraiment des niveaux de calcémie hyper bas, du 1 millimole, même en dessous, et des patients qui étaient à peine symptomatiques. Donc il y a probablement une tolérance accrue sur des niveaux de calcémie plus bas. Peut-être que quand la calcémie est chroniquement effondrée, le corps s'habitue. Mais là encore, c'est des hypothèses, je n'ai pas d'études scientifiques bien conduites. Ce que ça change dans les hypoparagénétiques, c'est que au-delà de l'hypocalcémie, un train peut en cacher un autre, il peut y avoir d'autres symptômes. Et donc en fonction du gène qui est atteint, on peut avoir des symptômes autres que ceux de l'hypoparathyroïdie, avec des atteintes oculaires, la surdité, des problèmes psychiques, des problèmes surrénaliens, des problèmes de croissance, cerveau, etc. Donc, il y a d'autres organes qui peuvent être touchés en fonction du type d'atteinte génétique retrouvée. Et donc le suivi sera ciblé en fonction de l'atteinte génétique qu'on aura mise en évidence. Donc une maladie génétique, ça implique aussi qu'il faut apprendre à vivre avec. Dès la petite enfance, si le diagnostic a été fait au moment de la petite enfance, et il va falloir apprendre à grandir avec. Les besoins en calcium, ils peuvent varier en fonction de différents moments de la vie. Au moment de la croissance, chez les femmes pendant une grossesse ou au moment de la ménopause. Donc il y a plein de moments comme ça où il va falloir gérer sa maladie différemment. Et puis, une maladie génétique, ça implique forcément une culpabilité parentale. C'est pas non plus toujours évident de gérer les fratries quand on a un enfant porteur, un enfant non porteur à côté. Probablement qu'on aura tendance à faire une éducation différente entre les enfants. Donc c'est vraiment des maladies qui nécessitent un accompagnement psychologique encore plus important que les autres. Donc on voulait faire un focus sur deux types d'atteintes génétiques, donc qu'on va croiser peut-être un tout petit peu plus fréquemment que les autres. On sait que ça intéresserait des personnes ici. Donc notamment le syndrome HDR, on en a parlé. Alors syndrome HDR, c'est une pathologie où il y a effectivement trois choses, donc HDR. Donc il y a l'hypoparathyroïdie, il y a la surdité, et puis il y a une insuffisance rénale, des reins qui sont un peu petits, parfois un peu mal formés, avec des degrés divers, on peut avoir besoin d'une transplantation. Ça fait partie des maladies autosomiques dominantes. C'est la diapo d'après. Donc comme on a dit, autosomique dominante, c'est-à-dire qu'en gros 55 ans de transmission, et donc avec des transmissions dans la famille. Et moi, je voulais parler de l'exemple de la néoplasie endocrinale multiple de type 1. Donc, ce sont des patients qui ont perdu une protection contre la survenue de tumeurs endocrines. Donc, ils vont développer des tumeurs au niveau notamment des glandes parathyroïdes, mais aussi du pancréas, de l'hypophyse, des glandes surrénales, des poumons, etc. Et donc, dans cette maladie-là, ils ont fréquemment une hyperparathyroïdie primaire. Donc, l'hyperpara, c'est l'inverse de l'hypopara. C'est les glandes parathyroïdes qui fonctionnent trop. C'est pas non plus une maladie très sympathique parce que l'excès de parathormone, ça donne une grosse fatigue, ça donne des calculs au niveau rénaux et à terme une insuffisance rénale, ça donne de l'ostéoporose, c'est-à-dire un os qui est fragile sur le plan minéral et qui est susceptible de se fracturer. Donc la seule façon de prendre en charge ces patients avec une hyperparathyroïdie primaire, c'est de les opérer. Et comme on sait dans l'anémien qu'il y a une maladie génétique et que toutes les glandes sont susceptibles d'être malades, eh bien, on essaye d'enlever 3 glandes sur les 4. On essaye de laisser soit un petit bout de la 4e, soit de la marquer avec un fil, parce qu'on sait que dans la vie du patient, un jour ou l'autre, la glande finira par repartir et qu'on risque d'y retourner chirurgicalement. Donc, on la marque avec un fil non résorbable. On fait la parathyroïdectomie subtotale. À l'issue de la chirurgie, il y a 3 possibilités. Soit la parathyroïde, elles ont été trop
chamboulé par l'opération, on est sur la phase d'hypoparathyroïdie que vous connaissez malheureusement. Soit la parathormone est normalisée et là on est super content, soit, et ça arrive, en laissant une seule parathyroïde ou un petit bout de parathyroïde, eh bien le patient reste en hyperparathyroïdie primaire et dans ces cas-là, l'opération n'a pas forcément été suffisamment efficace. Et puis, au fur et à mesure de la vie, la maladie reprend le dessus et donc il suffit d'avoir laissé quelques cellules des parathyroïdes chez ces patients-là pour que ça reparte. Et donc les patients qui sont en manque de PTH vont passer sur une PTH normale et on a une patiente qui était sous Forsteo et qui a pu l'arrêter. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et du coup, on a des patients avec une PTH normale qui vont rebasculer vers une hyperparathyroïdie. Et le traitement, je n'en ai pas d'autre à proposer qu'une nouvelle chirurgie. Et des fois, une deuxième chirurgie, ça ne suffit pas. C'est une troisième chirurgie. Et parfois, ça ne suffit pas. Il y aura une quatrième chirurgie. Et ainsi de suite. À chaque chirurgie, le risque d'hypoparathyroïdie augmente. Donc, il y a une partie de ma patientèle qui, malheureusement, comporte ces patients hypoparathyroïdiens sur des chirurgies parathyroïdiennes répétées. Donc, quel traitement pour les formes génétiques? Donc, pareil que ce que Maëlle a dit tout à l'heure, il n'y a finalement pas vraiment d'études spécifiques des formes génétiques parce qu'on est effectivement déjà dans le plus rare de la maladie rare. On a tendance effectivement, nous, à cibler des calcémies un petit peu plus basses parce qu'effectivement, ils sont souvent moins symptomatiques et pour éviter les complications, vous connaissez l'hypercalciurie, les calculs rénaux, les calcifications. Mais on n'a pas non plus effectivement de cut-off. Surtout, il y a le traitement aussi des atteintes associées. Donc voilà, pour le syndrome HDR, il va falloir appareiller la surdité, surveiller les reins. Pour les NEM1, ça va être des surveillances effectivement des autres atteintes. Et un traitement spécifique génétique, il n'y a pas à ma connaissance effectivement de choses à part une variante du CASR, mais donc c'est vraiment à l'étude. Mais voilà, il n'y a pas de traitement spécifique génétique et il n'y a pas non plus, pour répondre à une éventuelle question, de thérapie génique ou de choses qui sont pour l'instant en discussion. Et pareil, pour qu'on aille au bout de la réflexion, tout ce qui est aussi diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire au moment d'une grossesse, d'aller sélectionner un embryon pas porteur. Dans la plupart des maladies génétiques d'hypoparas, ça ne se fait pas. Et dans les NEM, je ne sais pas par contre si ça se fait. Dans la NEM1, ça se fait. Ouais. Ça se fait. On a commencé. Diagnostic anténatal et diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire quand quelqu'un a la NEM et qu'il a donc 50% de risque de donner la maladie, on peut faire une fécondation in vitro, trier les embryons qui n'ont pas la NEM pour après effectivement. Dans la NEM1, pas dans la NEM2. Dans la NEM2, ça dépend de l'atteinte familiale. De toute façon, il faut toujours passer devant un conseil génétique. Mais effectivement, les dossiers de NEM2 sont plus difficilement éligibles. Et les choses évoluent. Après, c'est pas forcément toujours aussi, parce que c'est compliqué aussi, parce que ça veut dire ne plus avoir une grossesse naturelle, il y a des délais qui sont longs, des fois ça ne marche pas, donc il y a plein de problématiques. On peut réparer, c'est-à-dire que je prends l'exemple de ma fille quand elle est en âge de se procréer, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut faire la manipulation génétique, c'est-à-dire enlever ces fameux gènes? La thérapie génique, la thérapie génique, pour l'instant, ça n'existe pas. On ne sait pas faire. Voilà, on ne sait pas faire. Enfin, pareil, voilà. Et c'est pareil, est-ce que ça va évoluer ce genre de choses? Non, mais je ne sais plus, il y avait quelque chose, mais quelqu'un nous a appelé ça, que de la manipulation génétique, mais je suis incapable de me le dire. On peut dans certaines maladies, voilà, mais pas dans l'hypopara. Dans certaines maladies, on commence à avoir des choses qui vont modifier effectivement. C'est en train, et ça évolue quand même assez vite, ces techniques. CRISPR-Cas9, voilà, qui commence à être fait chez l'homme. Mais là, pour l'hypopara, pour l'instant, non. Mais honnêtement, dans 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Il y a une excellente vidéo sur Arte, là, où j'ai pris la slide La génétique facile, qui parle justement de CRISPR et qui essaie de faire comprendre en 5 minutes comment on fait. Mais pour l'instant, c'est des balbutiements. Donc pour les formes génétiques, j'en ai parlé très rapidement ce matin, il y a aussi la question de faire des greffes de parathyroïde qui sont peut-être particulièrement indiquées chez des patients qui ont des formes génétiques avec justement besoin d'autres greffes, donc en particulier le syndrome HDR où parfois effectivement les reins ne fonctionnent plus, il faut greffer. Donc effectivement ça a été fait, alors là j'ai pas forcément mis toutes les études, mais il y a quand même plusieurs cas qui ont été reportés et chez l'adulte et chez l'enfant, ça a l'air effectivement de fonctionner. On n'a pas forcément du long terme, parce que là vous voyez on a plutôt 1 an, 2 ans de suivi. Mais pourquoi pas effectivement dans les formes génétiques, guérir l'hypopara avec des greffes. Et toujours pareil, dans la NEM 1 ou 2, ce sont des patients qui vont du coup développer plus facilement des cancers. Donc c'est comme ces traitements sont en risque de cancer, il faut vraiment qu'il y ait besoin de greffer un autre organe.
C'est la diagnose conclusion l'avant-dernière. Alors ceci n'est pas un bonbon, ceci est une hélice d'ADN. Bon, c'était pour dire qu'une hypoparathyroïdie, c'est déjà une maladie rare. Une hypoparathyroïdie génétique, on est dans l'ultra rare. Que donc c'est probablement une raison supplémentaire d'être pris en charge par une équipe multidisciplinaire qui connaît un petit peu plus ces maladies-là et que les contacts patients sont extrêmement importants et c'est le moment de remercier l'association pour tout le travail de communication que vous faites.